Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Timothy qui est venu me visiter à Panama. Donc Timothy, c'est un élève de ma formation Amazon FBA. Il va nous partager son parcours en tant que vendeur, sa première année, puisque là, au moment où on fait cette interview, ça fait 1 an et 2, 3 semaines qu'il vend sur Amazon. Donc on va avoir vraiment un feedback de quelqu'un qui s'est lancé il y a 1 an. Et puis on partagera bien sûr ses résultats en termes de chiffre d'affaires et de profit. Donc bonjour Timothy, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire où tu vis, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut Julien, bonjour à tous. Alors moi c'est Tim, j'ai 28 ans, je vis en France, je bosse actuellement pour Amazon en CDI et je vends sur Amazon depuis 1 an. Donc ça fait 1 an que j'ai fait ma première vente sur Amazon et ça fait 1 an et 6 mois que j'ai du coup suivi ta formation, la Super Seller Academy. Ok. Et chez Amazon, justement, qu'est-ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu travailles chez eux et quel est ton poste? Alors chez Amazon, ça fait 3 ans que je suis chez Amazon et j'occupe le poste de 3PL spécialiste. Alors pour mettre un peu les choses dans le contexte, Amazon aujourd'hui préfère traiter une certaine typologie de produits dans leur propre centre Amazon et pour des questions d'optimisation de coûts et d'optimisation donc d'expérience client, ils préfèrent déléguer une certaine typologie de produits à des sous-traitants. Donc pour vous faire une image, en fait en France, vous allez avoir plein de grands entrepôts Amazon, mais aussi plein de mini-entrepôts Amazon sous-traités. Et dans ce contexte, moi, je suis le lien entre Amazon et les sous-traitants. Donc, ce que je fais, c'est surtout de l'opérationnel, passant de l'inbound, donc du flux entrant au flux sortant, en passant par la gestion des stocks. Donc, un poste qui est assez polyvalent. Ok. Et donc, du coup, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est les gros colis que tu t'occupes, toi. C'est les gros produits, c'est ça? Voilà, c'est Plutôt. ce qui s'appelle le non-sort. Donc, les gros colis, mais pas trop gros non plus. Environ. Ok, environ ça. Donc, si vous êtes vendeur sur Amazon et que vous vendez un produit qui est environ ça, bah, c'est Tim qui s'occupe de la logistique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es venu à choisir le business model Amazon FBA? Est-ce que tu avais déjà fait des business avant? Est-ce que c'est le fait de travailler chez Amazon qui t'a fait choisir ce business model ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement? Pas de problème. Alors, en fait, moi, j'ai fait plein de petits business dans ma vie. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait du SMMA, agence marketing, j'ai fait de l'immobilier et tout a foiré. Ok. Donc là, j'en suis à mon quatrième essai, Amazon FBA. Ce qui m'a intéressé en fait dans ce business model, c'est au fur et à mesure des années que je regardais tes vidéos, je me suis vite rendu compte que déjà j'allais créer un actif, mais surtout, je me suis rendu compte en fait que Amazon allait prendre un maximum de tâches que moi, personnellement, j'aimais pas faire. Comme l'acquisition du trafic, c'est assez magique aujourd'hui. Tu mets un produit sur Amazon, il suffit qu'il soit bon et le trafic vient tout seul sur ton listing. Amazon va s'occuper du SAV, de la gestion des stocks, il va s'occuper du shipping avec le meilleur système au monde. Donc en fait, je me suis vite rendu compte, même avant d'acheter tes formations, que en fait, j'allais m'occuper uniquement de ce qu'on appelait le business. Trouver un bon produit, l'améliorer et bien le présenter. Et en fait, c'est ce qui m'a attiré dans ce business model, c'est d'être en fait hyper confortable, de me dire que je vais être spécialisé dans ces trois tâches, alors que dans d'autres business comme le dropshipping et SMMA, il faut être C'est très, multicasquette, ouais. c'est ça, il faut Faut- être hyper polyvalent, il faut s'occuper de tout. Et donc voilà. Ok. Et donc, ça n'a pas été influencé par le fait que tu travaillais chez Amazon depuis 3 ans. Alors au départ, si. Je Ah, pensais quand que même. bosser Ok. chez Amazon, j'allais avoir des tuyaux, des secrets, j'allais avoir accès à des outils, j'allais avoir accès à une communauté interne Amazon. Mais au final, les deux seuls bénéfices que j'ai eu en bossant à Amazon, ça a été d'être familier avec le vocabulaire, donc tout ce qui est ASIN, EAN, ISA. Et Amazon aujourd'hui en fait encourage leurs employés à se lancer sur Amazon. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils exonèrent le prix par mois que coûte le seller central. Donc je ne paye pas, Ok. moi, en tant qu'employé Amazon, les 39 $ qu'on a à payer par mois. C'est intéressant. Et d'ailleurs, toi, tu vends sur Amazon Europe ou Amazon États-Unis? Je vends uniquement aux US. Ok. Et pourquoi ce choix, si on peut en parler tout de suite? Parce que je suis un adepte de la simplicité, du minimalisme, et j'ai aussi vite compris que vendre aux États-Unis, ça allait Accès à plus de clients sans avoir à faire autant d'enregistrements TVA. Exactement, l'administratif et accès à plus de clients. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, tu peux sortir un nouveau produit un peu plus farfelu et il va être plus susceptible d'être vendu que si je le vends en France. Est-ce que tu peux nous partager quel a été le budget de départ que tu as utilisé quand tu as voulu te lancer sur Amazon en comprenant un petit peu tout, tu vois, la création de ta société, ton stock, peut-être le fait de te former, enfin si tu peux nous dire l'enveloppe avec laquelle tu t'es lancé. L'enveloppe totale a été de 6 000 €. Ok. 3 800 € pour le stock. Ensuite, j'ai acheté les deux formations et j'ai fait la création d'entreprise, donc une enveloppe totale de 6 000 €. Ok, et ensuite tu as dû réinjecter de l'argent de ta propre poche ou le fait que ton business commence à marcher, ça a suffi à faire tourner ton business? Alors oui, j'ai rajouté quelques fois 1 000 € dans le business, donc je pense qu'en tout, en 1 an, j'ai injecté de ma poche environ 9 000 €. Et du coup, avec ces 9 000 euros, tu as réussi à générer combien de chiffre d'affaires en 1 an et quelle a été la profit margin? Alors j'ai lancé deux produits. Il faut savoir que les chiffres que je vais donner, ça concerne principalement un produit. J'ai fait 137 000 ou 135 000 de chiffre d'affaires en 1 an.
pour 37 000 € de bénéfices avant impôt. Ok, donc ça fait à peu près 27% de marge, quelque chose comme ça. Donc plutôt pas mal, c'est correct, c'est healthy, comme on va dire en anglais, je sais pas comment on le dit en français, c'est sain, c'est une C'est marge saine. Ok, très bien. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tu m'as dit, il y a une partie de l'année où tu étais en rupture de stock. Voilà, si on fait la moyenne, les 2 tiers de l'année, j'ai été en rupture de stock. Donc, je pense qu'on peut faire un x3 si jamais je n'aurais jamais été en rupture de stock. Facilement, parce qu'en fait, quand tu es en rupture, tu perds aussi du BSR. Si tu avais tout le temps été en stock, peut-être tu aurais monté encore plus et peut-être tu aurais fait plus de. Ouais, dans les 400-500 000, peut-être tu aurais pu faire. Donc, mais bon, déjà, c'est une jolie performance parce que si on met les choses vraiment à plat, tu t'es lancé avec 9 000 € et il y a 35 000 de profit, quelque chose comme Voilà. ça. Donc, c'est déjà une bonne validation de business model, on va dire, par rapport à tes expériences de business model avant, non? Oh oui, les business avant, ils ont généré rien, presque rien. Ok. Et du coup, tu me dis avoir 2 produits. Tu peux me dire à partir de combien de temps tu as lancé le deuxième produit et nous expliquer un petit peu pourquoi et comment tu as lancé ce deuxième produit? Ouais, alors j'ai lancé ce premier produit il y a un an. Il a très bien marché parce que les 100 premières unités, elles se sont vendues en 28 jours. Donc j'ai fait 15 000 de chiffre d'affaires. Après, du coup, j'ai fait 4 tournées, 4 approvisionnements où du coup, j'ai doublé à chaque fois le stock. Aujourd'hui, je suis à 500, donc je n'ai pas vraiment doublé à chaque fois. Mais aujourd'hui, ma dernière tournée était à 500. Et entre chaque tournée, j'étais à 2 mois de rupture de stock. Au final, le résultat, c'est qu'après un an, les ruptures de stock m'ont fait mal. Déjà, j'ai fait beaucoup moins de chiffre d'affaires, comme on en a parlé juste avant. Et la concurrence a eu le temps de s'installer. La concurrence sur le marché USA, il y a des gros bonnets qui arrivent et qui sont prêts à mettre 100 000 sur la table, surtout sur une niche qui fait, comme la mienne, au moins 30-35 000 sur ce que j'ai fait. Et Donc, par d'autres, mois, ouais, par mois, ouais. Et d'autres concurrents faisaient entre 50 et 100 000. Donc ça a attiré la concurrence. Ouais, et puis c'est clairement une opportunité en fait quand on est en train de sniper une niche, on regarde sur Keepa, l'inconsistance dans l'inventaire et quand on voit qu'il y a des gros trous, c'est un feu vert comme quoi on peut prendre une bonne place et profiter justement de l'inconsistance euh, qu'a le vendeur à être en stock. Ouais. C'est ça, oui. Donc en fait, j'ai vendu mes 100 premières unités en 28 jours, les 200 prochaines en 25 jours, les 200 autres en 25 jours, les 350 autres en 35 jours, il me semble. Et Donc à enfin, chaque fois que tu as du stock, ça bombarde. ça bombarde et ça se vend dans le même laps de temps au final. Ouais. Et là, j'ai envoyé 500 unités et là, c'était trop tard. Maintenant, j'en vends une par jour ou une tous les 2 jours, ce qui fait que j'ai un stock pour 1 ou 2 ans, ce qui fait que je vais être rattrapé par les coûts de stock qu'Amazon va m'imputer et ce qui fait que du coup, entre-temps, j'ai lancé un deuxième produit. J'ai eu la chance de lancer un deuxième produit qui a bien marché et qui a les mêmes résultats que le premier. C'est un produit à 15 $ et j'ai vendu 1000 unités en 14 jours, ce qui fait que j'ai fait 15 000 de chiffre d'affaires en 14 jours. Donc théoriquement, 30 000 en un mois. Ok, donc Et ça va être un produit de la même taille en termes de chiffre d'affaires, mais par contre moins cher pour toi à sourcer. exactement. Donc je vais pouvoir déjà mieux éviter les ruptures de stock. Et du coup, moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est surtout de liquider les 500 pièces que j'ai aujourd'hui à prix cassé pour récupérer ma mise de départ. Essayer d'éviter au maximum les erreurs que j'ai fait dans le passé, les ruptures de stock avec ce premier produit, avec le deuxième. Et le premier produit là que tu comptes liquider, il n'y avait vraiment pas de possibilité de récupérer en BSR et de retrouver à peu près le niveau de chiffre d'affaires que tu avais avant et de conserver du coup les 2 produits? Ou tu penses que peut-être c'est pas le plus optimal avec ton cash flow? Alors non, parce que la concurrence est arrivée et maintenant ils cassent les prix, donc je suis plus dans mes marges. Après, si je baisse le coût de production, je pourrais vendre un produit moins cher et rester dans le haut du panier. Même pour le moment, en fait, au final, si je vends une unité par jour, ça fait 50 de bénéfices par jour, et donc ça fait 1500 de bénéfices par mois. Donc au final, peut-être à long terme, je vais le garder, réapprovisionner tous les 3 mois sans unité pour avoir ces 1500 de bénéfices. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout d'investir dans le deuxième. Ouais, faut que tu fasses attention que ça paralyse pas la croissance de l'autre où tu sens que tu peux scaler peut-être un peu mieux en fait. Mais par contre, ça fait toujours sens de garder 1500 de profit par mois avec le premier produit. C'est pas rien. Enfin, il y a beaucoup de gens en France qui travaillent tout un mois pour ça. Donc, si tu peux avoir ça en automatique, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as trouvé les 2 niches? Est-ce que c'était de la même façon d'ailleurs pour les deux ou à chaque fois tu as utilisé des stratégies différentes? Alors, pour les 2 niches, je me suis simplement baladé sur Amazon. J'ai juste navigué sur Amazon avec mon imagination. Je me suis dit, tiens, ce mot-clé, tiens, ce produit. Je suis allé sur sous-niche. Et après, une fois que j'ai trouvé cette niche, j'ai confirmé avec la data, Jungle Scout, Google Trends et tous les autres outils qui sont préconisés dans la formation. Ok, mais c'est pas spécialement des passions que tu aurais ou enfin les produits que tu vends. Ah non, pas du tout. Et du coup, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir déjà paramétré mon cerveau à me dire, ne vends pas un produit qui te tient à cœur, vends un produit qui est rentable. J'ai trouvé un produit,
Tu le connais, mon produit. Ouais, très bien. Moi, déjà, de base, c'est pas pour moi. Pour toi aussi, je Encore pense. moins. Encore Non, moins. vraiment pas. Mais j'ai vu qu'il faisait du chiffre, j'ai vu qu'il y avait une opportunité, donc j'ai pas hésité, je me suis lancé. Et donc, une fois que tu as trouvé tes niches, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as amélioré les produits? Qu'est-ce que tu as fait de différent pour pouvoir justement te démarquer sur Amazon? Yes, du coup, moi, quand je me suis lancé sur le premier produit, sur la première niche, j'avais que deux concurrents. Ok. Un concurrent à 60 $ et un concurrent à 1 200 $. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est juste m'insérer au milieu à 150 $. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre un maximum de caractéristiques que le produit à 1 200 $ avait et j'ai essayé de le compacter dans un produit qui rentrait pour vendre à 150 $. Ensuite, sur le deuxième produit, par contre, j'ai essayé d'améliorer le marketing, de me différencier par des meilleures images, un meilleur listing. Ok. Et niveau fonctionnalité, tu as changé quelque chose également? Fonctionnalité, yes. Au niveau du deuxième produit, j'ai rajouté une fonctionnalité qui m'a permis de démarquer de la concurrence. Alors, sur le deuxième produit, j'avais deux autres concurrents qui faisaient à peu près la même chose. Là, pour le coup, j'ai vraiment ajouté une fonctionnalité qui permettait de me démarquer et de vendre plus. Et donc, comment tu t'y es pris vraiment pour faire l'ajout de fonctionnalités? Est-ce que tu as utilisé un designer ou simplement avec l'usine, en dialoguant et en faisant des moules, tu as réussi à améliorer le produit? Alors, moi, j'adore avoir de la créativité. J'adore créer mon propre produit. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est simplement demander à mon fournisseur de créer un nouveau moule avec cette fonctionnalité en plus. Ok, donc tu avais l'idée et c'est le fournisseur qui l'a fait. Tu n'as pas eu à utiliser un designer ou quelqu'un. C'est ça. Et ça me tenait à cœur d'ajouter cette fonctionnalité, de créer un nouveau moule, de le payer. Il m'a coûté 1 200 $, mais ça m'a permis aussi d'ajouter une petite barrière à l'entrée Bien pour sûr. éviter la concurrence. Bon, je me sécure 6 mois, mais je sais qu'aux US, c'est tellement rude que ça ne va pas durer longtemps. Juste une barrière de 1 200 $, c'est pas assez. Tout à l'heure, tu me parlais justement de tes listings que tu avais améliorés, etc. Et hier, tu me les as montrés. J'étais assez impressionné parce que tu utilises justement l'intelligence artificielle, même pour les photos. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais avec l'intelligence artificielle pour faire tes listings. Ouais, alors il y a un an, quand j'ai commencé le premier listing, je ne connaissais pas encore l'intelligence artificielle. ChatGPT, Midjourney, ça n'existait. Enfin, ça existait, mais c'était pas encore assez connu. Ouais. Donc je n'utilisais pas, mais j'ai très vite adopté dès que c'est sorti. Donc le premier produit, j'ai fait un copier-coller de mon listing sur ChatGPT et je lui ai dit de faire ça plus professionnellement avec un meilleur copywriting et ça a été fait en 2-2 avec des choses rajoutées, donc j'étais hyper impressionné. Donc ça m'a pris Donc là, pour l'écriture du listing, ouais. pour l'écriture du listing pour le premier produit. Ensuite, pour le deuxième produit, ça existait déjà, vu que je l'ai lancé il y a 1 mois et demi, le deuxième produit. Et là, j'ai utilisé donc ChatGPT pour faire tout le listing, bullet point, description, A plus content. Et j'ai utilisé Midjourney pour faire 3 photos sur 6. Donc 3 de mes photos sur les 6 que j'ai sont de Midjourney. Et une photo sur 2 de mon A plus content sont de Midjourney. Alors, sur ces photos, c'est vraiment fait par l'IA. Je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît, qui a l'habitude de l'utiliser, il pourra peut-être le reconnaître. Ouais, mais c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et juste, je t'ai coupé, désolé, mais Vas-y. pour que les gens comprennent bien, en gros, tu as détouré ton produit. Donc, ton produit, tu n'as pas généré ton produit en intelligence artificielle, on va dire. Donc, il y a son produit qui est en avant-plan, on va dire, de l'image. Mais c'est surtout les arrière-plans que tu as générés. Et vraiment, c'est bien fait. Enfin, en fait, c'est parce que tu me l'as dit, mais je pense que 99,9% des consommateurs ne le verront pas. Donc, vraiment bien joué. Ça marche, merci. Et c'est pour donner aussi des idées aux consommateurs. C'est pas obligé Ouais. que ce soit juste le produit, ça peut donner une ambiance, une idée de fonctionnalité. Et c'est ça que j'ai joué. Et ça marche super bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu as eu l'idée du premier produit, par exemple, et le moment où tu l'as lancé? Si on peut avoir un peu la chronologie, d'ailleurs, le moment où tu as pris la formation même et le moment où tu t'es lancé. Comme ça, on a un petit peu toute la chronologie de ton parcours de vendeur. Yes, du coup, moi, j'ai acheté la formation il y a 1 an et 6 mois. Ok. Je l'ai fait en one shot, en une semaine, il me semble. Et j'ai vite compris que j'avais envie de faire les choses bien. Donc, j'ai acheté aussi la Offshore Mastery. J'ai aussi fait en one shot en une semaine. Et après, j'ai tout setup. Donc, 2 mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard, j'avais le setup fait. Et c'est là, du coup, où je me suis lancé. J'ai trouvé la niche. Entre l'idée et décider de le lancer, ça m'a pris 2 semaines. Parce que Ok. j'ai quand même cogité. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la bonne niche? Validation aussi, un petit peu de la data, etc. C'est sa validation de la data. Et puis, j'investissais un peu tout mon argent. Donc, je voulais être sûr de mon premier produit. Et donc, 2 semaines après, j'ai lancé la production. Il faut savoir que j'ai pas commandé de prototype. Je sais que ça aurait pu être une grave erreur, mais j'ai fait confiance. J'ai lancé la production. Alors, j'ai payé un nouveau moule déjà. J'ai essayé de me différencier, même pour ce premier produit. J'ai lancé la production et une fois que la production était finie, je leur ai demandé de faire 101 pièces pour que la pièce en plus, ils me l'envoient en France. Et donc, pendant toute la durée du shipping, qui a duré 1 mois, j'ai pu recevoir la pièce et élaborer ce listing avant que le produit arrive à Arrive dans les Amazon. entrepôts. Donc, en fait, entre l'idée du produit et le produit qui arrive à Amazon, il s'est passé 3 mois. Ok.
pour le second produit, est-ce que tu as réussi à accélérer le process de par ton expérience ou c'était à peu près la même chose? Oui, parce que l'investissement de base était beaucoup plus bas. Et encore une fois, je n'ai pas commandé de prototype. Là, j'ai encore fait tout d'un coup. Ok. Je lui ai dit de faire le moule. Une fois qu'il a fait le moule, on a produit direct. Et là, ça a pris 2 mois. On ne Il faut le recommande shipping. pas hein, de ne pas commander de prototype, c'est toujours mieux d'en commander un. Mais le premier produit d'ailleurs que j'ai lancé sur Amazon, mea culpa, je l'ai lancé aussi sans prototype. Donc ça peut arriver parfois. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un prototype. Est-ce que tu fais quand même des contrôles qualité quand même pour être sûr qu'il n'y a pas de problème? Ouais, non, je fais que des bêtises. Au début, j'ai pas fait les contrôles qualité, donc mon listing a reçu des mauvais commentaires parce que c'était défectueux. Donc j'ai dû supprimer mon asine pour en recréer un nouveau. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je fasse ce contrôle qualité. Donc sur maintenant, la première commande, tu n'avais pas fait de contrôle qualité, mais par la suite, tu le fais. sur les 2 premières commandes, j'avais pas fait de contrôle Ok. qualité. Et ensuite, c'est systématique, 100% des pièces, je fais un contrôle qualité et je l'inclus dans mon calcul de rentabilité. C'est extrêmement important. Il ne faut pas lésigner là-dessus. Là. Enfin, vous jouez la réputation de votre compte si vous envoyez de la marchandise qui est défectueuse. Complètement. Une fois que ton premier produit est arrivé dans les entrepôts d'Amazon, combien de temps ça a mis pour obtenir ta première vente et est-ce que tu as utilisé des techniques au niveau du lancement pour ranker ton produit? Alors non, vu que j'ai lancé mon produit dans une niche avec que 2 concurrents, j'ai utilisé bon mots-clés et je me suis retrouvé vite dans les hauts de résultats de recherche. Donc j'ai pas utilisé de PPC et honnêtement, je pense que je m'en souviens même très bien. Le premier jour où mon produit est arrivé en stock, j'ai fait ma première vente. Donc Super. le produit a ranké tout seul, j'étais en bas de première page, mais je suis vite arrivé dans le top 3 et je suis même arrivé sur les 2 premières tournées, j'étais premier avec l'Amazon Choice. Super. Et est-ce que tu as dû demander à des personnes de faire des commentaires ou quoi ou qu'est-ce ou tout est naturel en fait? Alors à ce moment-là, j'avais pas postulé au programme Vine et j'ai essayé de prendre mes commentaires moi-même. Donc j'ai démarché sur Instagram en sélectionnant la niche des personnes à qui je pouvais donner le produit gratuitement en échange d'un commentaire. Alors attention, je leur demande pas de donner un bon commentaire, je leur demande vraiment de tester le produit et de faire un honnête commentaire sur Amazon. Et du coup, j'ai eu mes 10 premiers commentaires comme ça. Ok. Tu peux parler un petit peu du process, je pense que ça va intéresser les gens. Donc en gros, tu es dans une niche particulière et donc tu as cherché des profils, c'est ça, sur Instagram qui collent avec cette niche et qui sont passionnés par cette niche, c'est ça? Voilà, j'ai cherché des pages Instagram qui étaient spécialisées dans la niche Ok. et après j'ai juste regardé les followers et j'ai contacté en libre service plein de followers qui suivaient ces pages en leur disant voilà, je vous offre ce produit gratuitement en échange d'un commentaire Amazon. C'est sur Amazon.com, donc c'est sécurisé. Et vu que c'était un produit à 150 $, les clients au départ, ils étaient hyper intéressés, mais dès qu'ils ont su qu'il fallait avancer l'argent, ils étaient beaucoup plus réticents. Donc ce que j'ai fait dès le départ, c'était avancer l'argent. Je sais que ce n'est pas hyper conseillé, mais par PayPal, je donnais 80-90% de l'argent en avance. Ils achetaient le produit, ils m'envoyaient le screenshot et après je complétais la différence avec un second transfert. Et sur le deuxième produit que tu as lancé, tu n'utilises pas non plus de PPC, il n'y a pas eu spécialement de lancement orchestré que tu as dû faire avec du ManyChat ou des choses comme ça? Non, parce que cette nouvelle niche, encore, alors c'est la même niche que la première, mais c'est un nouveau produit. J'avais toujours que 2 concurrents quand je me suis lancé. Aujourd'hui, on est 5, mais j'ai toujours un des meilleurs produits, donc j'ai toujours pas besoin de PPC. Grâce à la fonctionnalité que tu as apportée grâce à ton moule. En fait. À la fonctionnalité, au prix aussi, je suis un des moins chers. Ok, Donc super. ça se passe bien. Est-ce que tu as déjà des idées pour conserver cette barrière à l'entrée? Est-ce que tu vas apporter encore plus de choses à ce produit? Alors, je vais sortir d'autres produits qui sont de tailles différentes. Des variations, tu veux dire? Des variations, mais je vais faire différents asines pour occuper un maximum de place sur la page Amazon. J'ai vraiment envie de montrer aux autres que le marché est saturé parce que c'est quand même un produit qui n'a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Et comment décourager les concurrents? Pour le moment, je vois cette technique. Tu vas blaster la première page. Je vais essayer d'en ouvrir même 2, 3 autres produits pour avoir 4 places dans la première Ouais. page et essayer de décourager un maximum de personnes. Bon. C'est la technique un peu Kellogg's, c'est-à-dire quand vous êtes devant le mur de céréales au supermarché, en fait c'est tout la même marque, c'est juste que c'est des céréales différentes. Et c'est un peu le truc à faire. Quoi. Ouais, occuper des places et ça sera peut-être certains, ça sera juste des variations finalement du premier. C'est ça, de taille. Ouais, ok, Principalement. très bien. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de comment tu organises tes journées entre ton job Amazon, parce que tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais c'est un temps plein quand même. Oui. Ouais. Plus le fait d'être vendeur sur Amazon, donc comment tu découpes ça? Alors la journée, je bosse pour Amazon. Ensuite, le soir, quand je rentre chez moi, en moyenne, on va dire que je bosse 1 heure à 1 h 30 sur mon business. Après, si je lis sur l'année dernière, je pense que je suis à 30 minutes de travail vraiment effectif. Le reste du temps, je me balade, je cherche des niches. Mais après, ce qui me prend le plus de temps vraiment, et ce sur quoi je suis vraiment disponible 24 heures sur 24, c'est le contact avec les fournisseurs, avec la chatroom Alibaba. Je me suis rendu compte que le matin, quand je me réveille, je réponds aux fournisseurs. Au boulot, entre 2 pauses, je réponds aux fournisseurs. Le soir, la nuit, je me réveille, je vais aux toilettes, je réponds aux fournisseurs. Donc vraiment, j'essaye de fluidifier le contact avec le fournisseur
pour avancer au plus vite la collaboration qu'on pourra avoir, parce que tout prend du temps quand on lance un produit. Et c'est quelque chose que j'aime bien au final aussi, contact avec les fournisseurs, pouvoir créer, avoir leurs idées, etc. Ok, donc là, tu as quand même pas mal de nouveaux produits et variations dans les pipelines, en gros, là, donc ça te prend quand même pas mal de temps. Là, tu disais que ça te prenait 30 minutes par jour, mais forcément, ça a été graduel, c'est-à-dire qu'au départ, tu devais mettre beaucoup plus d'heures quand tu t'es lancé, tu as dû passer beaucoup plus de temps, C'est et ça. ensuite, ça s'est diminué à une demi-heure par jour quand tu es plus en maintenance et qu'il n'y a pas de nouveaux produits à lancer, c'est ça? C'est ça, et vu que j'ai très peu de produits, je pense que j'ai très peu de maintenance ou de choses à faire la journée, à part trouver d'autres produits. Donc là, avec tous les produits que tu as justement dans les tuyaux qui vont arriver, quels sont tes objectifs en termes de chiffre d'affaires et de nombre de produits pour les 12 prochains mois, on va dire? Alors pour les 12 prochains mois, je compte ne plus être en rupture de stock déjà. Donc vu que le deuxième produit fait le même chiffre d'affaires théorique que le premier, j'espère pouvoir faire au moins 300 000 de chiffre d'affaires pour une centaine de milliers de bénéfices. Ça, c'est mon objectif de chiffre d'affaires. Et donc ça serait uniquement si tu arrives à avoir ton nouveau produit tout le temps en stock. Et avec les nouveaux produits que tu vas lancer, les nouvelles variations, est-ce que tu penses aller chercher encore plus haut? Alors non, je pense que ce chiffre, c'est incluant les 3 produits parce que la concurrence est dure. J'ai déjà 5 concurrents qui sont arrivés et je pense que en étant réaliste, je vais peut-être vendre un peu moins dans le futur. Donc c'est grâce aux 2 autres produits que je vais lancer que je vais sûrement atteindre cet objectif. Ok. Et tu as déjà des idées de produits encore en plus, peut-être d'autres produits différents de cela ou pas? Ouais, j'ai 5 autres produits que je pense, en tout cas, pour le moment, les 2 produits que j'ai faits ont des potentiels à 30 000. Les 5 prochains produits, je pense aussi qu'ils ont le même potentiel. Aujourd'hui, j'ai un souci de cash flow, donc ils sont en attente. Mais oui, j'ai 5 autres produits en attente. Là, Donc ouais. ça, c'est pas un problème du tout pour toi de trouver les niches. Ça, c'est souvent le problème de ceux qui nous regardent. Le premier problème, c'est de trouver la niche. Toi, tu as l'air de bien maîtriser le truc. Là, j'ai vu les 2 niches, elles sont excellentes. C'est plutôt cool. Ça fait partie des choses que tu aimes, chercher des produits? Ouais, j'adore ça. Chercher le produit, l'améliorer et bien le présenter, c'est vraiment le cœur de métier que j'adore faire et je kiffe ce que je fais en fait. Donc je vois pas le temps passer. Et quand je dis peut-être 1 heure et demie de travail par jour en plus de mon travail Amazon, je m'en rends peut-être pas compte, mais j'y pense un peu aussi toute la journée parce que c'est mon nouveau job, c'est ma nouvelle vie en fait. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, du coup, sur Amazon? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Alors il y a l'administratif, même si tu nous apprends avec la Offshore Mastery comment bien tout simplifier. Et il y a aussi l'acquisition de commentaires. Je trouve ça redondant. Et je pense que même si je change de niche, là par exemple les 5 nouveaux produits, ils sont tous différents des uns des autres. Ok, ça n'a rien à voir avec la Non, première niche. pas Ok. du tout. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que je trouve des nouvelles personnes. C'est comme si, je donne des exemples, hein. Je disais à une première niche de pêche que j'ai un deuxième produit, un nounours pour enfants ou un déguisement de Ouais. licorne pour adultes. Comment il va me regarder? Est-ce qu'il va accepter ce Parce que deuxième? là, du coup, tu avais réutilisé les mêmes testeurs du premier produit sur le deuxième. Ouais. C'est ça. Ça, c'est l'avantage, en fait, quand tu fais une marque autour d'une thématique, c'est que tu gardes le même branding, tu gardes la clientèle que tu vas pouvoir, en fait, fidéliser, etc. Enfin, il y a plein d'avantages à rester un peu dans la même thématique. Mais il y a aussi des avantages à aller sur différentes thématiques, c'est de la diversification. Donc, Exactement. ça peut être bon aussi. Et donc là, je viens de te demander pour tes objectifs à 12 mois, si on regarde à plus long terme, à plusieurs années, à quoi ressemble ton business Amazon FBA parfait, on va dire? J'espère atteindre d'ici 5 ans les 100 000 par mois de bénéfices. C'est vraiment un objectif. Je sais que j'y suis pas du tout encore. Mais vraiment, je pense que le rythme de croisière qui me permettrait vraiment de me reposer, ça serait d'atteindre les 100 000 de bénéfices. Donc ça nécessitera à peu près 400 000 de CA, donc 4,8 millions à l'année de chiffre d'affaires. Ouais. C'est un bon x10 Je sur me ce que tu es en laisse. train de faire. Tu as les idées de niche. Si tu manques de cash, on a vu déjà quelques techniques pour t'aider à fluidifier ton C'est ça. cash flow. Donc voilà, il faut continuer à pousser. Mais en tout cas, déjà, pour moi, c'est déjà un premier succès ce que tu as réussi à faire cette année en partant au départ avec une première commande à 4 000 $. C'est chouette. Mm. Et est-ce que tu as déjà une idée de revendre ton business? Est-ce que tu as une stratégie d'exit? Est-ce que tu construis ton business avec l'idée de le revendre en fait? Alors oui, j'ai une stratégie d'exit et j'ai cette stratégie depuis peu. Depuis 2 jours, il faut dire les Depuis 2 choses. jours, exactement, depuis notre conversation il y a 2 jours. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que j'étais peut-être bon à trouver des belles niches. Maintenant, il est temps peut-être de vendre ma marque, ma société le plus vite possible pour avoir un maximum de cash et pouvoir au final lancer, donc lancer les 5 produits que j'ai en background. Donc si je pouvais avoir un maximum de cash pour lancer un maximum de produits, ça serait top. Et après, je fais un effet boule de neige. Donc vendre mon business, c'est vraiment dans mes targets d'ici 1 an. Ouais, là, il faut que tu arrives à fluidifier ton stock pour avoir de la stabilité sur ton business. Sinon, ça va être difficile de le revendre dans l'état là, avec toutes les ruptures, etc. C'est un peu en dents de scie pour un investisseur, ça serait compliqué ou tu n'aurais pas les meilleures valuations. Mais si tu arrives au moins pendant 6 mois, parce qu'il a déjà 1 an d'historique. Donc, si tu arrives pendant 6 mois à être bien à flot en stock, à mon avis, c'est faisable de le revendre sur une plateforme comme Empire Flipper. Si tu arrives à être bien à flot, tu as un business qui est
ferais dans les 30 000 de CA par mois, 10 de profit, tu m'as dit à peu près. C'est 240 à 320 000 dollars d'exit, donc c'est pas mal. Et en fait, c'est ce que je te disais il y a 2 jours, et c'est pour ça que maintenant tu as changé un petit peu ta stratégie. Mais c'est ce qu'a fait Billy d'ailleurs, qui est passé sur la chaîne. C'est un petit peu de faire marchepied en fait en construisant un actif pendant un an et demi, et de le revendre et de prendre une grosse somme de cash d'un coup pour pouvoir ensuite lancer de plus belle des plus gros business et surtout plus avoir ce problème de cash flow. Et je pense que si tu arrives à le faire une fois, même 2 fois au maximum, tu vas pouvoir atteindre ensuite ton objectif de faire un business qui ferait dans les 4,8 millions, c'est possible. Mais il te faut du cash de départ. Là, avec un départ de 4 000, c'est difficile. Donc, il faut à un moment que tu aies une grosse rentrée de cash. Ouais. Donc, je pense que c'est la bonne stratégie pour toi. Est-ce que tu peux nous partager quels sont tes outils indispensables pour faire tourner ton business Amazon FBA? J'en ai 3. Le premier, ce sera Jungle Scout, qui est connu de tout le monde. On en parle très bien dans la formation. Ensuite, il y a le calcul de rentabilité, le fichier Excel qui est dans la formation. Je l'utilise vraiment tous les jours. Chaque fois qu'un fournisseur me dit un prix sur Alibaba, je le copie-colle sur la fiche et puis je me rends compte très vite s'il est rentable ou non. Si c'est jouable ou pas, ouais. C'est ça, voilà. Et enfin, un tout dernier outil qui est très récent, dont tu m'as parlé, c'est StoreFund, qui va me permettre de fluidifier mon business et qui va me permettre d'être payé au jour le jour sur les ventes que je fais. Et donc, aujourd'hui, en fait, Amazon met beaucoup de temps à nous payer. Ouais. Et je pense que si j'aurais eu StoreFund, la connaissance de StoreFund plus tôt dans l'année, j'aurais peut-être résolu plus vite ce problème de Je cash suis flow. étonné que tu n'avais pas vu ma vidéo justement sur le cash flow. Alors, je l'avais vu, mais je sais ça pas t'est pourquoi, passé, ça m'est passé à travers. StoreFund, juste pour que les gens comprennent, c'est quelque chose qui va se plugger sur votre compte Amazon et qui va vous permettre d'avoir des déboursements tous les jours au lieu d'attendre les 15 jours plus. Ils gardent toujours une réserve. En vrai, ça met plus d'un mois d'avoir vraiment l'argent au total de vos ventes d'un jour donné. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir tous les jours une rentrée de trésorerie et ça fluidifie votre cash flow. Alors, bien sûr, ils prennent un pourcentage pour ça, dépend de la taille de votre business. Mais on va dire que c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet d'aller plus vite. Et puis après, vous n'êtes pas marié, c'est-à-dire que ça peut vous aider en période de lancement. Et puis ensuite, vous pouvez repasser et voler de votre propre aile, on va dire, dans le futur. Mais je pense que ça va bien t'aider cette année. C'est ça, je le mets en place là déjà. Si demain, tu devais recommencer justement, quelles seraient les choses que tu ferais différemment au-delà de StoreFund? Pour le moment, StoreFund. J'aurais aussi accepté des investissements dans mon business. Je sais qu'il y a du coup 8 mois, j'avais postulé au programme OSEI TV où vous investissez des fonds dans les business pour nous aider au niveau du cash flow. J'ai eu un rendez-vous avec toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, donc avec mon Super Seller Fund, avec lequel j'ai investi dans des business Amazon FBA. Et son business m'a bien tapé dans l'œil, mais tu as voulu. Et c'est honorable, hein, le futur nous dira, mais c'est honorable de vouloir rester maître à bord de son business. Mais voilà, je voulais rentrer dans ton business et finalement, tu as préféré rester seul. J'ai préféré assumer tout seul les ruptures de stock. Je m'étais dit, alors c'était au tout début, c'était après la première tournée. Donc je m'étais dit qu'après 1, 2 ou 3 tournées, c'était sûr que j'allais plus avoir de rupture. Et au résultat, un an après, j'ai eu chaque fois 2 mois de rupture. Mais bon, on fait tous des erreurs. Enfin, n'est pas de remords. Enfin, on en fait tous. Et on est parfois obligé un petit peu de les faire pour comprendre. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Puis surtout, c'est pas un échec complet. Encore une fois, ton produit, si tu le laisses en vitesse de croisière, il fait toujours 1 500 € par mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, tu rembourses ton investissement initial. Enfin, tout va bien, hein. C'est pas catastrophique, mais c'est sûr que tu aurais pu peut-être arriver à un niveau supérieur plus rapidement avec l'investissement que je voulais faire à l'époque. Voilà, comme ça vous avez toute l'histoire en toute transparence. Les 2 erreurs, c'est StoreFund et peut-être d'avoir accepté mon offre, ça t'aurait aidé à monter plus haut. Oui, beaucoup plus. Je pense que j'aurais fait au moins 2 fois sur le chiffre d'affaires si j'aurais eu le cash à temps. Donc là, on a bien traité la partie business, on a vu tes objectifs en business, etc. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu du côté perso? Quels sont tes objectifs? Alors, je prévois, moi, à terme de m'expatrier. J'aimerais beaucoup m'expatrier dans un pays étranger. Avec la Offshore Mastery, j'ai plein de pays que j'ai sélectionnés. Aujourd'hui, je suis à Panama juste pour prendre la température, pour savoir si c'est un pays qui me convient. Donc oui, à terme, j'aimerais beaucoup m'expatrier pour apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Et je pense que je me sens mieux à l'étranger. J'ai fait 2 ans en Australie, par exemple, où j'ai adoré. Si je pouvais, j'y retournerais. Et j'ai vraiment envie de bouger de France, pour le coup. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu viens de passer, je crois, une vingtaine de jours ici. Ouais. Quel est ton premier feedback? Alors j'ai adoré. J'ai adoré Panama, j'adore la ville, je la trouve T'étais jamais vivante. venu, hein? J'étais jamais venu, Ok. ouais. J'ai pris mes vacances uniquement ici pour prendre la température. Ok. J'ai volontairement aussi pas fait de démarche administrative, juste pour prendre moi-même la température et être sûr de mon choix final, parce que je sais que si je m'engagerais dans quelque chose, ça allait m'engager, même si j'aurais pas Ouais, forcément... psychologiquement, si tu avais commencé les démarches auprès d'un avocat, ça aurait biaisé ton jugement en venant pour la première fois ici. Là, tu Complètement. n'as aucune pression en fait. Aucune pression, j'ai adoré la ville, j'ai adoré Bocas del Toro, El Valle de Antón. Moi, en fait, ce que je cherche, c'est une base, un endroit où je peux bosser la semaine
et le week-end aller dans des paysages comme les montagnes, El Valle de Antón, peut-être Boquete, j'y suis pas encore allé. En fait, Panama, j'ai la chance avec Panama d'avoir une diversification de paysages Dans un tout dans petit le même pays. pays. Ouais, et dans un tout petit pays. Et C'est puis assez les incroyable. températures varient aussi, hein, parce qu'à Boquete, on est à moins 7 ou 8 degrés par rapport à ici. Ouais. À El Valle aussi, on est à 4-5 degrés. Après, les plages, elles sont paradisiaques à Bocas del Toro, San Blas, c'est super. Ça offre beaucoup en un petit espace avec beaucoup d'avantages. Donc plutôt positif. Et le au climat premier coup aussi, d'œil. super chaud, j'adore la chaleur. Là aujourd'hui, là on a un petit peu d'orage qui arrive, donc c'est peut-être pas le meilleur jour pour vanter la météo locale, mais sinon tu as eu du beau temps quand tu étais là. Non, mais même la pluie, même toi, quand tu le dis dans les vidéos, moi je Moi, trouve ça j'adore. relaxant. J'aime bien la pluie. Là, il a plu chaque fois 1 ou 2 heures par jour et ça m'a pas du tout dérangé. Le climat ici, je le trouve tropical et la pluie me gêne pas du tout. Ouais, moi j'adore personnellement, mais ma mère a envie de me taper dessus quand je dis que j'adore la pluie, parce que forcément si elle vient une semaine ici et qu'il pleut, forcément ça la fait suer. Mais personnellement, quand je travaille et que tu as ce bruit blanc de pluie, j'adore. Moi ça me met même dans une meilleure concentration, j'adore. Et c'est relaxant, mais c'est sûr que si j'avais un taf ou que je devais me déplacer sous la pluie, ça serait pas marrant parce que ça pleut très 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 fort ici. Mm. Voilà, c'est un petit peu le premier feedback de Panama, donc très bon. Ouais, alors j'attends d'être aussi à tête reposée en France quelques semaines pour savoir, mais je pense que je vais encore en rêver. Dès que j'arrive en France, je vais essayer de faire en sorte d'arriver le plus vite possible ici. La dernière question que je voudrais te poser et que je pose toujours aux invités, c'est quel serait le conseil que tu donnerais aux personnes qui nous regardent, qui n'ont peut-être jamais lancé de business et qui voudraient se lancer sur Amazon FBA? Alors j'ai 2 petits conseils. Le premier, ça serait vraiment de faire chaque jour une tâche, ne jamais laisser de blanc. Au début, vous verrez qu'il y a plein de tâches à faire, mais si vous segmentez chaque jour une petite tâche à faire, vous vous retrouverez après un an en étant fier de ce que vous avez fait. Et ensuite, vraiment, le deuxième petit conseil que j'ai à donner, c'est parce que moi, je suis assez fainéant, je suis minimaliste et j'aime bien laisser ce que j'aime pas faire à d'autres. Donc, lancez-vous sur la marketplace US, ça va vous sauver du temps et beaucoup de paperasse administrative. Ouais, c'est vrai que l'Europe maintenant est beaucoup plus réglementée, c'est un peu plus compliqué au niveau de la TVA, des enregistrements avec le PANEU, etc. Quoique, il y a une semaine à peu près, on a reçu un email comme quoi ils vont peut-être simplifier la chose, que ça va être moins lourd, on va dire, administrativement pour les vendeurs. Au moment où on fait cette vidéo, ouais, les US sont plus simples et ça permet de toucher beaucoup plus de clients en une seule marketplace. Après, les deux ont leurs avantages, surtout si vous parlez que français par exemple, ça peut faire sens de vendre en France. Mais si vous parlez déjà bien anglais, que vous avez une vision internationale, le marché américain, c'est un marché assez intéressant sur lequel vous allez pouvoir lancer des trucs vraiment sous niche, où ça va trouver son public parce que c'est tellement gros. Du coup, on va terminer sur ces 2 très bons conseils. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'être venu partager donc ton parcours en tant que vendeur Amazon FBA. Je pense que c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire au bout d'un an. On peut voir aussi les difficultés que tu as eues, que tout n'est pas rose, mais que globalement l'expérience est positive. Donc un grand merci à toi d'avoir pris le temps. Merci à toi, Julien, de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous former et vous lancer sur Amazon dans les meilleures conditions possibles, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est la même que Timothy a suivie, dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo et également un mastermind, donc un groupe où il y a des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. On se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.